I was born into a country Je suis né with a fascist regime. dans un pays à régime And I lived fasciste. in a country with Et j'ai a vécu fascist dans un regime pays for the first de régime 44 years of fasciste my life. pendant les 44 premières années de It ma was vie. really, I suppose, Et as a matter of birth and circumstances that I got involved. c'est, j'imagine, pour des raisons de naissance et de circonstances qu'en tant que militant et en tant qu'avocat, je me suis occupé de droits de l'homme. Au cours de cette première partie de ma vie professionnelle, disons à la fin des années 70, pendant les années 80 et 90, comme tous ceux d'entre nous qui ont participé ou qui ont été concernés par la transition politique en Afrique du Sud, nous avons essayé de mettre en place un régime respectueux des droits de l'homme en Afrique du Sud. Et nous tous, à l'époque, nous avions les yeux tournés vers l'Europe. Nous avions les yeux tournés vers les pays développés qui avaient des constitutions éprouvées par les années, qui avaient résisté aux années. Et nous espérions à l'époque que nous aussi, un jour, nous pourrions vivre dans des régimes semblables. Donc, c'est un peu difficile pour moi d'être ici et d'écouter Gaby et Ray Kendall nous parler de ces violations de l'homme impensables, incroyables, qui surviennent dans ce contexte. Et bien sûr, en l'occurrence, je parle très concrètement de la dispersion des prisonniers et de ce qui se passe et de ce qui s'est passé pour toutes ces familles de prisonniers qui, depuis des dizaines et des dizaines d'années, doivent parcourir des distances très longues, immenses, pour visiter leurs prisonniers. Je trouve tout à fait remarquable que cette question de la dispersion ait pu durer aussi longtemps que cela a été le cas. Franchement, c'est quelque chose que j'ai du mal à assimiler, à comprendre. Mais bon, je suis ici pour vous parler de l'Irlande du Nord, d'abord et avant tout. En tant qu'Africain, en tant que Sud-Africain, je pourrais vous parler de la question des prisonniers politiques sud-africains, mais on m'a demandé de vous parler de l'Irlande du Nord parce que j'ai été très étroitement impliqué dans ce processus de libération rapide des prisonniers motivés politiquement ou des prisonniers politiques. En tant que président de la commission qui s'était vu confier le soin d'examiner, de revoir, de réviser les sentences et de libérer de façon anticipée les prisonniers politiques. Alors j'aimerais aborder 4 aspects du processus d'Irlande du Nord qui ont contribué à son succès, à mon sens. Cela fait, j'aimerais vous parler, car on me l'a demandé, des leçons que l'on peut tirer de l'Irlande du Nord, du point de vue du Pays basque ou pour le Pays basque. Alors les 4 éléments dont je vais vous parler sont les suivants. Tout d'abord, la libération des prisonniers a été reconnue comme élément essentiel de tout processus de paix suite à un conflit violent. Et c'était là quelque chose de fondamental. On a reconnu que la libération des prisonniers était un élément tout à fait essentiel. Bon. On ne l'a pas dit nécessairement ouvertement. Et lorsque j'ai commencé à travailler en Irlande du Nord à travers une association sur laquelle je reviendrai dans quelques instants,
En 94-95, le gouvernement britannique ne reconnaissait même pas l'existence de prisonniers politiques. C'est le genre de discours, c'est le genre d'attitude que l'on retrouve également en Espagne. Alors, on n'en parlait peut-être pas ouvertement, mais l'on a reconnu par la suite que c'était quelque chose qui était prévu, en fait, dont on était conscient. Et par la suite, le gouvernement britannique a reconnu ouvertement la nécessité de libérer les prisonniers. Et j'en veux pour preuve la participation du gouvernement britannique au processus qui, par la suite, a donné lieu à une organisation pour les soins à apporter et des délinquants. Bon, c'était le nom de la commission. Et en 94-95, il y a eu un rapport qui a été publié, un rapport qui correspondait à une analyse comparée ou à une étude comparée de la situation des prisonniers dans plusieurs parties du monde. Et je crois que c'est ce rapport qui a marqué le début du débat au sein de la société civile sur la nécessité de considérer que la libération des prisonniers politiques était un élément essentiel du processus de paix. Alors, ce qui était dit dans le rapport, c'était la chose suivante, c'était que, quelles que soient les positions adoptées par les parties à la négociation, l'on devait considérer que tant que l'on n'avait pas d'accord sur la question des prisonniers, rien ne permettrait de parvenir à une solution définitive. En d'autres termes, tant qu'on n'avait pas d'accord sur les prisonniers, il ne fallait pas espérer d'avoir un accord sur quoi que ce soit d'autre. Le second élément essentiel de ce processus de paix d'Irlande du Nord a été une chose dont a parlé mon collègue Jerry Kelly, c'est la participation des anciens prisonniers et des prisonniers et de leurs partis politiques à faire en sorte que la libération des prisonniers politiques soit un des éléments de l'accord final. Je vous ai parlé de 94-95 où je me suis rendu en Irlande du Nord à l'invitation de cette organisation, l'ACRA, en raison de tout ce que j'avais fait en Afrique du Sud pour la libération des prisonniers politiques sud-africains. Mais assez rapidement, en fait, j'ai rencontré d'ex-combattants, tant républicains que loyalistes, donc des deux partis, des deux côtés. Et je leur ai parlé, je les ai écoutés, et j'ai entendu en fait leur exigence selon laquelle la question des prisonniers politiques devait faire partie d'un accord, que sinon il n'y aurait pas d'accord. À ce moment-là, je vous l'ai dit tout à l'heure, le gouvernement britannique ne semblait guère décidé à faire quelque chose publiquement, en tout cas de public. Mais avant l'accord du Vendredi Saint, peu de temps avant l'accord du Vendredi Saint, j'ai été contacté par le gouvernement britannique qui a souhaité m'entendre parler du processus sud-africain et de la question de la libération des prisonniers politiques en Afrique du Sud. Ce n'est qu'après 1994, à vrai dire, qu'en Afrique du Sud, un processus final a été mis en place permettant de libérer les prisonniers politiques qui posaient le plus problème, disons. J'ai été nommé par la commission Mandela à la fin des années 95 pour examiner le cas de plus de 50 cas à problème, disons, posant problème. Et je crois qu'il y a pas mal de leçons à tirer de l'expérience sud-africaine. Et c'est dans le contexte de ces discussions que nous avons eues en Irlande du Nord que j'ai compris qu'en fait, le gouvernement britannique était décidé à
se lancer dans un tel Those processus. discussions, negotiations, Alors, which ces were also discussions, obviously ces happening at the négociations, political level. elles se I know déroulaient that évidemment aussi au niveau politique. Sinn Féin, en tant qu'organisation, les partis politiques loyalistes étaient engagés dans les négociations qui ont débouché sur l'accord du Vendredi saint. Et clairement, ils ont joué un rôle de leader et fait en sorte que cette question soit traitée de façon très complète, d'ailleurs, dans l'accord du Vendredi saint, ce qui a été le cas. Et je voudrais citer, ça me semble approprié, j'aimerais citer cet accord du Vendredi saint, où vous en citez une partie en tout cas, la partie qui concerne les prisonniers politiques. Il y a une phrase dans cet accord qui dit que les deux gouvernements mettront en place des mécanismes permettant un programme accéléré de libération des prisonniers. Quand on parle des deux gouvernements, il s'agit bien sûr du gouvernement britannique et du gouvernement irlandais qui à l'époque était dirigé par Buckingham. L'accord du Vendredi saint contient également un paragraphe qui dit la chose suivante. Les prisonniers affiliés à des organisations n'ayant pas établi ou n'ayant pas participé à un cessez-le-feu sans équivoque ne seront pas considérés comme partie à l'accord. Donc, il y avait un accord qui déterminait ceux qui bénéficieraient et ceux qui ne bénéficieraient pas de ces avantages liés au processus de paix. Il y a un troisième élément qui me semble également tout à fait essentiel et qui a à voir avec le fait qu'un cadre juridique a été mis en place permettant la libération des prisonniers. En quoi cela est-il important? Eh bien, cela est important parce que la libération des prisonniers motivés politiquement, comme on dit, et si vous pensez à l'Irlande du Nord, la grande majorité de la population du Royaume-Uni ne fait pas partie du 1,8 million d'Irlande du Nord, mais se trouve en Grande-Bretagne. Bon, il y avait également la République d'Irlande. Et cette libération de prisonniers qui, pour le grand public, sont des terroristes, finalement. Ce n'est pas quelque chose de facile à faire passer, ce n'est pas quelque chose de facile à vendre. Et c'est l'une des leçons que l'on peut tirer de cette affaire. La mise en place d'un cadre juridique a permis de faire comprendre à Westminster, au Parlement d'Irlande du Sud et d'Irlande du Nord, que l'on pouvait mettre en place une commission qui avait un mandat bien précis, un mandat découlant de l'accord du Vendredi saint, mandat tout à fait clair, et qui était la libération, enfin de s'occuper de la libération anticipée des prisonniers. Donc, on peut dire que le droit a été suivi, c'était un processus qui s'inscrivait dans le cadre du droit. Nous avons reçu des demandes de prisonniers représentés par leurs avocats. Le droit, était aussi représenté par des avocats. Si l'État voulait rejeter ces demandes des prisonniers, des témoins ont été convoqués, il y a eu des preuves, des psychologues, des psychiatres qui ont examiné quels étaient les critères à prendre en compte pour la libération anticipée des prisonniers. Par exemple, lorsqu'un prisonnier demandait sa libération anticipée, eh bien, est-ce que lui ou elle allait constituer un risque pour le public? Est-ce que sa libération anticipée, en tout cas, représentait un risque pour le bien public, pour le public? Donc, on se posait la question de la sûreté et de la sécurité. Lorsque quelqu'un demandait sa libération anticipée, on se posait la question de savoir s'il avait des liens avec une organisation qui se livrait encore à la violence. Ou est-ce qu'il avait des liens avec une organisation qui avait décidé de mettre un terme à la violence
et qui faisait partie intégrante du processus de paix. Donc je crois que ce processus juridique a été tout à fait essentiel. Au départ, clairement, ça a suscité des réactions, mais au fur et à mesure qu'il est apparu que la Commission travaillait de façon indépendante, sans la moindre intervention politique, je crois que la Commission a acquis une légitimité, une crédibilité. Le processus s'est déroulé en douceur, je dirais. Et il y a eu également une décision très intelligente, je crois, prise par le gouvernement de la République d'Irlande et le gouvernement britannique, qui se sont livrés à des calculs en termes de durée de peine ou de durée passée en prison. Et ils se sont dit que s'ils accordaient une rémission de peine à tous les prisonniers, à un certain pourcentage, il y aurait immédiatement un certain pourcentage qui se trouverait libéré, un certain nombre de prisonniers qui se trouveraient libérés, puisqu'ils auraient déjà fait une partie de la peine à laquelle ils avaient été condamnés. Et que donc, pratiquement tous les prisonniers se trouveraient libérés assez vite, disons. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est produit. Le dernier élément important dont j'aimerais vous parler, je l'ai déjà évoqué à vrai dire, c'est la contribution très positive des gouvernements britanniques et d'Irlande du Nord au processus de paix concernant les prisonniers politiques. C'est une question dont j'ai parlé avant de parler de la législation. Mais il y a eu une législation qui a été mise en place également, la Commission qui s'est mise au travail. Et je dirais que les deux gouvernements contribuent de façon tout à fait positive à ce processus. Voici donc les 4 éléments sur lesquels je souhaitais insister, qui me semblent importants quant à ce qui pourrait se passer en France et en Espagne. Peut-être. Maintenant, il y a encore 2 questions dont j'aimerais parler à propos de l'Espagne et de la France. Il y a une chose qui a déjà été évoquée ce matin, c'est la question des droits de l'homme fondamentaux. Et là, je me contenterai de parler de la dispersion des prisonniers, de ce que l'on pourrait faire à cet égard. Bien, ce que l'on pourrait faire, à mon sens, c'est la chose suivante. Puisqu'on m'a demandé de faire des propositions, encore que je n'aime pas trop faire des propositions, mais bon, ce que l'on pourrait faire, c'est la chose suivante. On pourrait décider de mettre un terme à la dispersion des prisonniers, ce qui aurait pour résultat le transfert des prisonniers dans des prisons plus proches de là où vivent leurs familles. Et ce n'est pas un problème politique, c'est une question qui relève des droits de l'homme. Et si on considère qu'il s'agit d'une question humanitaire, d'une question qui relève des droits de l'homme, je pense que la France serait certainement favorable à une telle mesure qui ne devrait pas poser problème. Il y a une autre chose qui, à mon sens, une question humanitaire qui relève des droits de l'homme, c'est l'application des droits ou le respect des droits des prisonniers gravement malades qui devraient être libérés du fait de leur situation particulière. Et évidemment, il faut examiner soigneusement le profil des prisonniers afin de déterminer quels prisonniers, du fait de leur âge ou du fait de leur maladie, justifient une libération anticipée. Et puis, la Cour des droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme précise que les prisonniers ont le droit de savoir quelle est la durée de leur peine, la durée prévue de leur peine. Et là, je dirais que l'on manque un peu de clarté sur ce point. On nous a dit aujourd'hui qu'en Espagne, les prisonniers, on ne leur accorde pas une minute de libération, on ne les libère pas une minute plus tôt, alors qu'ils ont été condamnés à des peines très lourdes et très longues. Alors, les choses évoluant, je pense que l'on pourrait envisager de mettre en place une politique qui est celle accordée à tous les autres prisonniers qui bénéficient tous d'une libération anticipée. Alors, avant midi, je vois qu'il ne me reste pas énormément de temps et je dois dire que je n'ai jamais assisté à des conférences où l'on respecte l'horaire à ce point, mais bon, je me réjouis que cela soit le cas ici et du coup, je me sens obligée de faire autant et de respecter les horaires.
from... Pour une fois. Thank you. I think I've already inferred what the Oui, lessons could je be. crois vous avoir I would donné une idée des suggest conclusions que l'on pourrait tirer ou des leçons que l'on pourrait is it tirer. not possible Est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait an possible organisation similar to NICRA in qu'une France organisation has a comme broad cette mandate to NICRA deal with se voit confier humanitarian le issues mandat de traiter des questions humanitaires ayant à voir avec les prisonniers et leurs to familles, do a et review qu'elle décide d'elle-même prisoners d'examiner la situation des prisonniers and to en make France recommendations et qu'elle fasse des to the recommandations government of France au gouvernement around français a structure, a body or a commission quant à la possibilité de mettre en place une structure, une commission qui serait chargée d'examiner les condamnations et d'accorder des libérations anticipées. Bon, tout à l'heure, on a évoqué ce mot mystique de paix, pax comme on dit en latin, enfin comme on disait en latin. Le problème, c'est que la paix, bien sûr, elle règne aux Pays-Bas. Il y a la paix aux Pays-Bas. Mais cette paix, elle est souillée par le fait qu'il y a un très très grand nombre de prisonniers, des centaines de prisonniers qui ne seraient pas en prison s'il n'y avait pas ce conflit politique. Et je pense qu'une fois que le conflit politique a disparu, a été dépassé, il faudrait réfléchir à leur emprisonnement dans le contexte de la réalité nouvelle qui est celle du Pays basque. Je ne prétends pas que toutes les portes de prison devraient s'ouvrir et que tous les prisonniers devraient être libérés dès demain. La justice doit être rendue, il faut que l'on voit que justice est faite. Le droit international exige que les victimes aient droit à la justice. Et ceci est également accepté dans le contexte des processus de paix internationaux. Lorsque l'on parle d'amnistie, l'on reconnaît qu'en certaines circonstances, il n'est pas possible d'accorder l'amnistie. Des prisonniers qui ont commis des délits, même dans le cadre de la violence politique, doivent purger leur peine ou doivent purger une peine. Mais c'est une question dont on peut débattre, que l'on peut examiner, et je pense que, vu la paix nouvelle au Pays basque, il incombe au gouvernement français et au gouvernement espagnol de revoir le régime des prisonniers tel qu'il est pratiqué à l'heure actuelle, et il me semble important de l'aligner sur cette réalité nouvelle de la paix. Merci.